Nous sommes le jeudi 26 octobre 2023. Mon nom est Danick Julien et voici votre bulletin d'information régionale Info CJSR. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier travaille toujours sur son projet de RPA alors qu'une mise à jour a été effectuée ce lundi. Nous allons parler avec la Société d'histoire de Pont-Rouge concernant un jeu de cartes historiques présentant 54 personnalités importantes pour la ville. Vous allez avoir un reportage sur Shakira, la vache de la ferme Jacobs de Cap-Santé qui a remporté de nombreux prix. Le reportage a été fait par Aubert. Finalement, Charles Laviolette nous offre lui aussi un reportage avec Sylvie Saunier, une sage-femme dans Port-Neuf. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Cette semaine, lors du conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, une citoyenne a exprimé son désir de voir apparaître une maison d'hébergement dans la ville alors que pour le moment, il n'y en a aucune. La citoyenne a par ailleurs déploré que pendant de nombreuses années et même sous différents mandats, les maires ont discuté de ce dossier sans qu'il n'y ait jamais d'aboutissement. Selon Pierre Delbecq, le maire actuel de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, ce dossier est une priorité malgré le fait qu'il soit bien compliqué et complexe. D'entrée de jeu, M. Delbecq a discuté de l'augmentation des coûts pour la construction de bâtiments qui a débuté évidemment lors de la pandémie de la COVID-19. D'autant plus que cette pandémie a un impact important dans le temps alors que tout était stoppé pendant plus d'un an. D'autres enjeux sont entrés en vigueur dans ce dossier alors que le gouvernement a changé plusieurs règles concernant les résidences privées pour aînés, les RPA. Cette situation a donc fait en sorte que des heures et des heures de travail ont été perdues, selon Pierre Delbecq. On l'entend d'ailleurs à ce sujet. Depuis ce temps-là, comme si c'était passé, on a eu le gouvernement qui a changé à peu près la moitié des règles versus les RPA. Ce qui fait qu'avec les nouvelles règles, c'est complètement différent comme dossier. Une RPA conventionnelle, conventionnellement, c'est plus faisable. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que Pascal est parti avec la personne qui s'occupe du dossier des RPA, Christian Meunier, sont allés voir 3 RPA en région, comment ils fonctionnent. Il y en a qui c'est sur un OSBL, il y en a d'autres, c'est des coopératives. Là, on est en train d'analyser les deux systèmes, lequel des deux va être le mieux. On a pris la décision qu'on va s'en aller sur une RPA 49 en descendant, parce que 49 en montant, c'est 8 à 9 services. On ne sera jamais capable d'avoir ça à Sainte-Catherine, particulièrement pas avec la situation de la main-d'œuvre et tout ce qui s'ensuit. La 49 en descendant, l'avantage qu'on a, c'est 2 services et sont garantis. Au niveau de la sécurité, on est correct. Puis au niveau des médecins, puis tout ça, ben, la clinique est prête à embarquer pour donner des services de base. Le projet est donc toujours bien en développement à Sainte-Catherine alors
que selon Pierre Delbecq, 2 personnes au niveau des finances seraient même intéressées à embarquer dans le projet. Toujours selon lui, la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pourrait savoir dans les prochaines semaines quelle est la meilleure approche pour l'implantation d'une RPA sur son territoire. En ce qui concerne le type d'établissement, comme vous l'avez entendu, c'est un établissement de 49 portes et moins. Les 2 services essentiels étant la sécurité et la santé. Par contre, Pierre Delbecq assure que la nourriture sera également couverte. C'est donc une priorité pour cette résidence privée pour aînés hypothétiques. On entend donc à nouveau Pierre Delbecq. Oui, non, mais je comprends, mais ce que les repas, ils vont être corrects. On va y aller. Là, il s'agit de voir est-ce qu'on va engager nos cuisiniers avec ce qui va avec ou on va s'en aller en sous-traitance. Là. Mais les repas, ça va être fait. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on fait aussi dans le projet, c'est qu'il va y avoir des bâtiments autres. Il va y avoir 4 autres multilogements pour du 55 ans et plus. Puis il va y avoir un corridor qui va faire relier les deux, de sorte que les gens qui sont là vont être capables de bénéficier des services du RPA. C'est la seule porte de sortie qu'on a si on veut réellement le faire. Excusez-moi de dire ça de même, au plus sacré, là, et de le faire surtout. Sinon, si on suit les règles du RPA actuel, oubliez ça, infaisable à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Alors, toujours dans ce sujet, le maire de Sainte-Catherine a expliqué que c'était sa priorité numéro 1 de voir une RPA se bâtir à Sainte-Catherine, mais qu'en raison de plusieurs concours de circonstances, le dossier a été retardé à plusieurs reprises. L'indépendance de la profession de sage-femme est menacée par le projet de loi 15 au Québec. Des manifestations ont d'ailleurs eu lieu ce dimanche alors que des familles et sages-femmes se sont réunies un peu partout dans la province. Charles Laviolette s'est entretenu avec Sylvie Saunier, une sage-femme de la région de Portneuf, concernant les impacts potentiels de ce projet de loi. Voici son entrevue. La pratique des sages-femmes a connu un essor considérable au Québec depuis sa légalisation en 1999. Signe de l'adhésion populaire, les sages-femmes de la maison de naissance de la capitale nationale effectuent 400 accouchements par année et doivent refuser 40% des demandes. Toutefois, le projet de loi 15 du ministre de la Santé, Christian Dubé, pourrait remettre en question leur autonomie professionnelle. Des familles et des sages-femmes se sont donc réunies dimanche dans plusieurs villes du Québec pour manifester leur désaccord avec le projet de loi. Nous avons rencontré Sylvie Saunier, une sage-femme résidente de Pont-Rouge. Alors, je m'appelle Sylvie Saunier, je suis sage-femme à la maison de naissance de la capitale nationale depuis 2010. Une sage-femme, c'est une professionnelle de la santé de première ligne qui travaille donc en collaboration avec d'autres professionnels de la santé. Une sage-femme fait les suivis de grossesse des femmes qui sont en santé, donc qui ont des grossesses physiologiques. Et donc, le suivi de grossesse commence dès le début de la grossesse, aux alentours de la 8e semaine, et se termine à 6 semaines postnatales, donc pour la mère et pour le bébé. Toutes les sages-femmes au Québec ont un contrat de service avec un CIS ou un CIUS, et toutes les sages-femmes ont comme point de référence les maisons de naissance. Donc, aucune sage-femme ne travaille à l'extérieur des maisons de naissance. Toutes sommes affiliées à une maison de naissance qui est elle-même affiliée à un CIS ou un CIUS. Donc, avant la légalisation de la pratique sage-femme, il y a eu des projets pilotes pendant 7 ans où certaines sages-femmes travaillaient dans quelques maisons de naissance. Et pendant ces 7 années-là, lors des projets pilotes, les sages-femmes ont été scrutées à la loupe par le gouvernement pour voir si, effectivement, le suivi sage-femme était un suivi qui était sécuritaire pour les femmes et les familles. Et les constats ont montré qu'effectivement, la pratique sage-femme était sécuritaire pour les femmes et les familles. Donc, en 1999, le gouvernement a légalisé la pratique sage-femme. Il y a eu la création de l'Ordre des sages-femmes du Québec à ce moment-là aussi, et également la création d'une formation pour devenir sage-femme qui s'appelle le baccalauréat en pratique sage-femme, qui a été créé également en 1999 et qui se donne actuellement seulement encore à l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui est une formation de 4 ans et demi donc, pour devenir sage-femme. La maison de naissance de la capitale nationale qui se trouve dans Limoilou est ouverte depuis 2008. Donc à la maison de naissance, on a 20 sages-femmes qui sont à contrat avec le CIUS de la capitale nationale, et de ces 20 sages-femmes, nous sommes 14 actives. Les femmes demandent une deuxième maison de naissance dans la région de la capitale nationale, considérant que la maison de naissance à Limoilou de la capitale nationale couvre de la Malbaie jusqu'à Portneuf. Donc c'est un immense territoire.
Donc les avantages pour une femme d'être suivie par une sage-femme, c'est qu'on a une approche humaniste qui est vraiment centrée sur les besoins de la femme et de sa famille, qui est centrée aussi sur une approche qui considère la grossesse et l'accouchement comme étant des événements physiologiques dans la vie d'une femme et d'une famille, considérant que nos suivis sont vraiment auprès des femmes qui sont en bonne santé et qui ont une grossesse physiologique. Donc cette approche-là permet aux femmes justement d'être respectées dans leur rythme pendant la grossesse et l'accouchement. On fonctionne aussi avec le principe des choix éclairés, donc on considère vraiment que les femmes, quand elles ont toute l'information les concernant et concernant leur bébé, sont capables de faire des choix pour elles-mêmes. Donc elles sont vraiment complètement impliquées dans les prises de décision qui les concernent et qui concernent leur bébé pendant la grossesse et l'accouchement. Donc une femme qui est suivie par une sage-femme a le choix de 3 lieux de naissance. Donc elle peut accoucher à la maison de naissance avec sa sage-femme, elle peut accoucher à domicile avec sa sage-femme, et la femme peut également, qui est suivie par une sage-femme, peut également choisir d'accoucher à l'hôpital avec sa sage-femme. Donc à ce moment-là, c'est vraiment une location d'une chambre le jour de l'accouchement. Ce rassemblement dans différentes villes de Québec des sages-femmes et des familles qui soutiennent la pratique sage-femme, qui ont accouché avec des sages-femmes ou qui souhaiteraient accoucher avec des sages-femmes, était en fait en lien avec le projet de loi 15 et avait pour objectif de faire entendre notre voix sur l'impact que ce projet pourrait avoir sur l'autonomie des sages-femmes, sur les fondements même de la pratique sage-femme. Les sages-femmes ont une pratique différente des médecins dans le sens où, comme je le disais au début de l'entrevue, les sages-femmes ne travaillent pas en centre hospitalier au Québec. Les sages-femmes sont vraiment affiliées à une maison de naissance. Donc, les femmes qui choisissent d'avoir un suivi sage-femme choisissent pour la grande majorité d'entre elles d'accoucher hors centre hospitalier. Et nous sommes les seuls professionnels au Québec, professionnels de la santé au Québec, à pouvoir assister des accouchements hors centre hospitalier. Il y a 2 éléments principaux dans ce projet-là qui vont vraiment nuire grandement au fondement de la pratique sage-femme, c'est-à-dire que la responsable des services sage-femme qui existent dans toutes les maisons de naissance, c'est donc une sage-femme qui coordonne les suivis et qui fait une gestion vraiment non hiérarchique, une gestion de proximité des services où toutes les sages-femmes de l'équipe peuvent participer à cette gestion-là. Donc, avec le projet de loi 15, la responsable des services sage-femme serait donc évincée et elle deviendrait une directrice clinique sous la tutelle d'un médecin. Et le deuxième élément important dans ce projet de loi-là, c'est que les conseils sages-femmes, donc le conseil professionnel comme le conseil des médecins, le conseil des pharmaciens, le conseil des dentistes, toutes les maisons de naissance ont un conseil sage-femme qui est formé de sages-femmes. Et ce conseil sage-femme-là a pour mandat de veiller à la qualité et à la pertinence des soins donnés par les sages-femmes. Et avec le projet de loi 15, le conseil sage-femme aussi serait éliminé et il y aurait seulement une sage-femme qui se joindrait au conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes. Donc cette sage-femme-là serait vraiment en minorité dans le conseil des médecins, ce qui fait que ça va vraiment impacter notre pratique dans le sens où le directeur médical qui va chapeauter tout ce monde-là aura un droit de regard sur les règles de soins et les directives cliniques des sages-femmes, considérant qu'il ne connaît pas la pratique sage-femme. Voilà. Pour terminer, j'aimerais mentionner une citation de Madame André Rivard, historienne québécoise, en lien avec la pratique sage-femme, qui suit. L'expérience et la science montrent que les sages-femmes se suffisent à elles-mêmes pour bien faire et satisfaire les besoins de leur clientèle.
La conception de livres au Québec peut souvent être parsemée d'embûches et de défis. Les auteurs doivent notamment composer avec la recherche d'une maison d'édition qui permette donc à leur projet de voir le jour. C'est un défi qui a relevé l'auteur Patricia Roy de Pont-Rouge avec son premier livre destiné aux enfants nommé Bébélune et Pas pareil, la rencontre. Elle est d'ailleurs avec nous ce soir pour parler de ce premier livre. Patricia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Bébélune et Pas pareil, on a donc le premier livre ici avec nous en studio qu'on pourra vous montrer dans quelques instants. C'est vous qui avez fait ça. C'est un projet qui a débuté il y a 4 ans. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui a mené à la création de votre premier livre? En fait, c'est un projet qui a débuté un peu plus avant 4 ans. Je vais vous mettre en contexte. Oui. En fait, un jour, il y a quelques années, quand j'ai eu 30 ans, donc ça fait quand même longtemps, moi et mon conjoint, on s'est dit un jour, on va devenir parents. Et comme bien les couples, on s'est dit, bon, sûrement que le mois prochain, ça va être fait et ça va être facile. On allait alors débuter la plus grande épopée, la plus difficile épopée de notre vie. Donc, parce que ça a pris 6 ans avant qu'on ait nos enfants. Donc, 6 ans de traitement, d'hormones, de fécondation in vitro, de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Et 6 ans plus tard, donc à 36 ans, j'ai eu mes petites jumelles, des petits bébés miracles, comme on les appelle. Et j'ai découvert dans ces années-là le mot résilience. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que je ne connaissais pas vraiment ça avant. Mais j'ai découvert que le mot résilience, c'était quand tu tombes, tu as un échec, tu te relèves, tu recommences. Tu tombes, tu te relèves, tu recommences. J'ai fait ça pendant 72 mois. Okay. Donc, ça, c'est la base de mon histoire. Et 3 ans après le rush des jumelles, parce qu'on va se le dire, avoir des jumelles, c'est quelque chose. Okay? Ouais. Donc, 3 ans plus tard, j'ai 39 ans. Je suis à l'aube de la quarantaine, dans un peu la crise de quarantaine, on va se dire, en remise en question. Et là, j'essaie de trouver qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon sort, pour avoir un emploi plus stimulant, faire plus d'argent, etc. Et j'ai un jour l'idée de faire une histoire à propos des mots d'enfants de mes filles. Donc, j'ai une jumelle qui me parle d'une bébélune et j'en ai une qui me parle des pas-pareils. Mais à ce moment-là, je n'ai aucune idée c'est quoi. Ouais. Alors là, bébélune, un jour, on a compris à la garderie, l'éducatrice nous a dit que Liana pointait les libellules et appelait ça des bébélunes. Et j'avais mon autre cocotte qui, elle, criait à la vue des perce-oreilles. On habite un peu en campagne, donc des perce-oreilles, on en a. Donc, elle criait pas-pareil. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire une histoire en me disant pourquoi pas. Et là, c'est la rencontre un peu inédite entre une libellule et le vilain perce-oreille, si on peut dire, que personne aime. Donc, ces deux amis-là, en fait, ces deux personnages-là qui deviennent des amis. Et donc, c'est un livre sur la différence et c'est la base de mon histoire. Alors, allez-y. Votre histoire, elle est, en fait, bon, on a le premier tome. Vous nous disiez, avant qu'on entre en entrevue, qu'il va y avoir, bon, les tomes 2, 3, 4 également, qui sont déjà bien dans votre tête, bien en préparation. Oui. Il s'agit d'une série de livres que vous appelez « d'éveil de conscience pour enfants ». Qu'est-ce que c'est de l'éveil de conscience pour enfants, selon vous? Bien, je vous explique. En fait, ce livre-là, quand, à ce moment-là, je l'ai écrit, j'ai essayé de l'éditer, donc, et ça n'a pas fonctionné. OK, ça n'a pas fonctionné. Je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs, à une trentaine d'éditeurs, en fait, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, je l'ai mis dans mon tiroir pendant 4 ans. Dernièrement, au printemps de cette année, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé avec la quarantaine, avec mes remises en question. Donc, j'avais découvert le marketing relationnel, j'ai commencé à travailler là-dedans. Mais le plus important, c'est que j'ai découvert le développement personnel. Et ce que j'ai découvert avec ça, c'est que j'ai évolué plus dans les 4 dernières années que dans les 39 premières années de ma vie. Et en évaluant ça, je me suis dit, comment je peux faire, moi, pour transmettre ça à mes filles? Parce que si j'avais connu tous ces principes-là plus jeune, avant 40 ans, ma vie aurait sûrement été bien différente, plus facile à bien des aspects. Fait que finalement, c'est là que je me suis dit, la vie va vite, c'est difficile de transmettre ça à mes enfants, dans le sens que, le matin, tu rushes pour aller à l'école, le soir, tu reviens, c'est les devoirs, c'est les bains. Quand est-ce que tu transmets ces connaissances-là à tes enfants? Bien, par un livre, ça peut être une belle façon. Puis tout d'un coup, j'ai eu un flash en me disant, « Hey, déjà écrit un livre, moi! Ouais. » Finalement, j'ai ressorti mon livre du tiroir. Puis j'ai réalisé que c'était quand même en lien avec ce que je voulais faire, dans le fond. C'est vraiment, donc, du développement personnel. Là, ici, on parle vraiment des différences, de ne pas se fier aux apparences dans la vie. Donc, c'est vraiment ça. Puis on a ajouté à la fin du livre des questions d'éveil de conscience. Donc, parce que lire un livre, c'est quelque chose, mais quand on peut en discuter avec l'enfant par la suite, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Oui. Donc, avoir des questions pour... C'est quoi les différences entre les personnages? Parce que de plus en plus, à l'école, il y en a des différences. Il y a des enfants avec des problématiques particulières qui sont intégrés aux classes. Je veux dire, les différences, il y en a partout, de plus en plus. Donc, c'est vraiment un livre qui est basé sur ça. Puis les questions sont là pour venir
justement être capable d'amener une discussion avec l'enfant, le faire aller à un niveau plus profond peut-être que juste la lecture du livre. Et pour Bébé Lune n'est pas pareil, vous l'avez déjà dit un peu, ça a été un travail assez de résilience et de persévérance. 4 ans, une trentaine et plus de maisons d'édition. En printemps, vous avez donc repris ce dossier-là. Est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que vous l'avez repris tel quel ou vous l'avez remodifié un petit peu pour ajouter un peu là, cet éveil de conscience-là? Bien, c'est ça. On l'a modifié. Le livre, l'histoire est restée telle quelle. À ce moment-là, quand j'ai eu l'idée, moi, je fais de la formation avec une dame avec qui je travaille depuis longtemps, dans le fond, au niveau de l'accompagnement. Puis je lui ai dit, est-ce que je peux avoir ton avis? J'ai écrit un livre. Finalement, elle lit ça, puis elle me dit, crème, c'est très intéressant. Elle dit, moi, si j'étais toi, elle dit, j'irais plus loin. Donc, commencer ta série pour montrer à un éditeur potentiel que c'est plus une série qu'on veut faire. Fait qu'à ce moment-là, j'ai écrit les 2 autres histoires. On a terminé, dans le fond, comment je peux dire, les questions d'éveil de conscience. On a mis ça en place, les manuscrits, on s'est mis à le renvoyer. Donc, on a quand même modifié le livre pour le renvoyer à des éditeurs. Je l'ai renvoyé à une autre trentaine d'éditeurs, à 5 par jour. Puis c'est à la fin, je pense que c'est le 29e ou le 30e à qui je l'ai envoyé, j'ai eu un appel 1 heure après l'avoir envoyé, qui m'a dit « Je sais pas pourquoi, j'ai pas tout lu ce que tu m'as envoyé, mais j'ai l'impression qu'il fallait que je t'appelle. » On s'est mis à jaser, une espèce de fit parfait entre moi et l'éditeur. Et finalement, bien, le livre a été édité in extremis pour qu'on soit au Salon du livre à Sherbrooke au début octobre. Et ça, c'est les éditions Mine d'Or. Les éditions Mine d'Or. Avec Jean-Pierre Veillette, c'est ça? Et voilà. Et là, à ce moment-là, vous me disiez aussi en entrevue, vous envoyez le manuscrit, et là, après ça, il y a l'affaire des illustrations également. Donc, j'imagine que cette maison d'édition-là vous a aidé pour les illustrations aussi. Oui, parce que ça, c'était particulier aussi, parce qu'on avait fait illustrer une partie du livre la première fois. En fait, au début, là, ça fait longtemps, donc je ne sais plus combien d'années. On avait fait faire des illustrations. On m'avait dit que c'était une bonne idée. Toutefois, on ne l'a pas fait illustrer au complet. On s'est dit, on va en faire quelques-unes pour montrer aux éditeurs. Ça n'a pas passé. Fait que là, ce que j'ai fait, moi, c'est que là, j'avais envoyé aux éditeurs On va le montrer. Tout à fait, mais oui. Pour ceux qui nous écoutent à la télévision. J'ai envoyé, dans le fond, les personnages pour montrer ce à quoi mes personnages pourraient ressembler. Ouais. Mais là, quand j'ai eu mon éditeur, quand Jean-Pierre a décidé qu'on allait de l'avant, bien, il fallait compléter le livre. Et la personne qui avait fait mes images il y a 4 ans n'était plus disponible. Alors là, bien, on a dû justement travailler à aller finir les images, à faire des images aussi qui étaient complémentaires, parce que, je veux dire, on acceptait mes personnages, mais il fallait que ça aille aussi une espèce de fit, là. Je veux dire, il fallait que l'image globale du livre soit pertinente aussi. Fait que ça, c'était un gros travail qu'on a fait à ce niveau-là, au niveau des images. Ouais. Patricia Roy, qui a écrit ce livre-là. On est à la fin de notre entrevue. Oui. Pour ceux et celles qui nous écoutent, comment on peut se procurer Bébé Lune n'est pas pareil? Bien, en fait, il y a 2 façons. Je vous dirais sur ma boutique Etsy. Donc, si vous connaissez Etsy, E-T-S-Y, vous allez taper simplement Bébé Lune. Et dans le fond, dans les mots-clés, ça va sortir le livre. Sinon, vous pouvez venir me voir sur Facebook, Patricia Roy 4. Écrivez-moi, puis je vais vous envoyer à ce moment-là le lien pour vous procurer le livre. Il n'est pas encore physiquement dans les librairies, mais ça ne saurait tarder. Patricia Roy, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir en studio aujourd'hui. Merci de l'invitation. On poursuit donc dans votre bulletin d'information au retour de la pause une entrevue avec la Société d'histoire de Pont-Rouge concernant un nouveau projet. Restez des nôtres. Bonjour, ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir d'animer cet automne l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers différentes épreuves qui semblaient insurmontables. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient témoigner de leur histoire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. N'hésitez pas, appelez-nous 88 337 49 25. À bientôt.
C'est ce samedi qu'a eu lieu l'édition 2023 de la MRC de Portneuf. En fait, la fête des fleurs à Saint-Marc-des-Carrières le 21 octobre. Pour l'occasion, 3 jardins privés ont été désignés coup de cœur du grand public. Le premier prix a été attribué à Lucie Turcotte de Portneuf, le second prix à Marie-Josée Routier de Grondines. Et finalement, Mme Lorraine Savard de Saint-Marc-des-Carrières a reçu le 3e prix. 2 prix de participation ont été remis. L'un, Marie-Paul Vézina, et l'autre, c'était à Julie Gagnon de Pont-Rouge, l'organisation qui félicite tous les gagnants. Pour les prochaines années, la fête des fleurs de la MRC de Portneuf se tiendra à Cap-Santé. Un congrès concernant les réseaux cyclables du Québec a eu lieu dans Portneuf la semaine dernière. En effet, selon le site web de la MRC de Portneuf, 80 personnes étaient réunies au centre multifonctionnel Roland-Dillon de Saint-Raymond les 18 et 19 octobre dernier pour participer au congrès tenu par l'Association des réseaux cyclables du Québec. Le congrès a permis un partage d'informations et des moments de réseautage entre gestionnaires et développeurs de réseaux cyclables et multifonctionnels. Dans les 2 journées de rassemblement, plusieurs sujets ont été abordés. Afin de joindre l'utile à l'agréable, la Société d'histoire de Pont-Rouge va lancer ce samedi un jeu de cartes historique qui présente 54 importants personnages qui ont évolué à Pont-Rouge depuis la fondation de la ville. Voici donc mon entrevue réalisée avec la Société un peu plus tôt cette semaine pour parler de ce projet. Ici Danick Julien, journaliste. Aujourd'hui, j'ai avec moi M. Jacques Matte, président de la Société d'histoire de Pont-Rouge. M. Matte, bonjour. Merci de l'invitation. Bien, merci d'être avec nous et également avec nous aujourd'hui, Mme Sylvie Hamel, qui est chargée de projet pour un jeu de cartes historique de Pont-Rouge, hommage à nos anciens. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir d'être là. Bien, merci à vous deux d'être là. Donc, évidemment, on va parler de ce fameux jeu de cartes historique qui va être lancé ce week-end, donc ce samedi. Mais avant toute chose, c'est la première fois qu'on a l'occasion de se discuter, en fait, de parler ensemble pour une entrevue. Alors, M. Matte, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est la Société d'histoire de Pont-Rouge? La Société d'histoire de Pont-Rouge, c'est un regroupement de personnes qui s'intéressent à l'histoire, au patrimoine historique, ainsi qu'aux personnages qui ont fait de Pont-Rouge ce qu'elle est devenue. C'est une association de personnes puis, qui a différentes activités à l'intérieur de son mandat, de la mission qu'elle s'est donnée. Combien de personnes sont avec vous à la Société d'histoire? Ça tourne autour de 50 membres. Oh, OK. Autour de 50 membres. On a un conseil d'administration qui regroupe 9 membres actuellement. Puis on tient des réunions, des activités, et puis ça va bien. Donc, vous dites que vous avez plusieurs activités. Oui. Et d'ailleurs un projet. Avant d'aller directement dans le projet du jeu de cartes historique, pouvez-vous nous parler un peu des activités que peut organiser la Société d'histoire de Pont-Rouge? Oui, ça tourne principalement autour de conférences et puis on a tenu dans le passé des expositions. On a réalisé un projet avec la bibliothèque de Pont-Rouge cet été, un rallye historique qui impliquait les familles, les enfants. On contribue aussi à des publications au niveau du journal local des résidents du château, Bellevue, c'est pour les aînés. Puis fait qu'on a différentes activités, puis on répond aussi aux besoins du public, parce que souvent les gens nous appellent ou nous écrivent pour avoir de l'information concernant telle chose au niveau de l'histoire, tel personnage. Fait que, il y a un bon roulement là, ça nous tient beaucoup occupés. Ah, c'est clair. Et là, je le vois ici, le jeu de cartes hommage à nos anciens. La chargée de projet est avec nous, Mme Sylvie Hamel. Ce projet-là, d'où vient-il à la base? Là? Comment on en est venu à dire on va faire un jeu de cartes historique pour Pont-Rouge? Mais en fait, la Société d'histoire arrive à son 5e anniversaire et l'an dernier, on s'est dit il faudrait peut-être souligner le coût. Alors, on se cherchait un projet un peu différent à faire. Alors, on était inspiré par la Société d'histoire de Saint-Casimir qui elle-même a réalisé un jeu de cartes. Et puis, à partir de là, on s'est dit on va se lancer nous aussi. Donc, ça fait à peu près 1 an. On a réuni un comité il y avait des gens du conseil d'administration, mais aussi des membres de la société. On s'est mis autour de la table et puis on a retroussé nos manches et puis on s'est mis à l'œuvre.
Et votre jeu de cartes historique, là, on en voit un petit exemple ici. On peut je peux peut-être vous montrer. Donc, exactement à la caméra comme ça. Ici, c'est un exemple. Il y a 52 cartes. Est-ce que c'est chacune des cartes avec des personnages différents, des personnes différentes, en fait? Pouvez-vous nous parler un peu de comment est composé le jeu de cartes? Alors, absolument. Et en fait, il y a 54 cartes, je vous corrige, donc, parce qu'on a des jokers aussi. Alors, ça regroupe, en fait, des personnages strictement historiques, des personnes qui sont très anciennes, comme, je peux parler du Monseigneur qui a signé l'érection canonique de Sainte-Jeanne de Neuville au moment de la création de la municipalité. Donc, il y a une dimension historique, mais au-delà des personnages très anciens, comme la première directrice, le premier curé, le premier maire, tout ça, il y a aussi les gens qui ont tissé les jours de la ville de Pont-Rouge au fil du temps. Donc, on part, nos plus anciens sont au 19e siècle, mais il y a beaucoup de personnes qui sont du 20e siècle, dont les descendants vont être très contents de voir apparaître leurs parents sur les cartes parce que chaque carte a sa photo. Donc, et pour ça, on a sollicité les familles pour nous aider à trouver les photos. Ça a été notre défi, ça, de trouver des photos. Et pour la sélection des personnages, est-ce que ça a été compliqué également? Se limiter à 54 dans une histoire d'une ville, ça peut être assez avec certaines contraintes, là. Oui. En fait, on a procédé de la façon suivante. Au comité, on s'est dit, chacun chez nous, on va réfléchir aux personnes qui nous semblent avoir été marquantes dans la vie de Pont-Rouge. Alors, chacun est arrivé avec des noms et on a fait une mise en commun des noms. Et ça nous a donné au-delà de 130 personnes, dont une vingtaine de femmes. Et à partir de là, on a repris notre travail et ces gens-là étaient tous comme regroupés par thématique, comme par exemple la paroisse et l'éducation, les notables, les entrepreneurs, les anciens métiers, des artisans, des choses comme ça. Et puis là, par thématique, on s'est assis autour de la table et on a fonctionné par consensus. Ça s'est très bien passé. Pour les honneurs comme les as, les rois, les dames, les valets, c'est sûr que là, on avait une rationnelle, comme par exemple les rois, c'est des élus. Les valets, c'est des gens qui ont beaucoup agi au niveau de la communauté. Et pour le reste des cartes, eh bien là, on ne pouvait pas donner un ordre aux cartes. On disait, pour qui on se prend de mettre les gens en ordre comme ça? Donc, on a tiré au sort. On a mis la liste des personnes en ordre alphabétique. On a brassé les cartes. Et, par exemple, Monsieur Dion, on tournait la carte et c'était le 7 de trèfle. 7 de trèfle, c'est M. Dion. Donc, c'est aléatoire pour oui. Parce que les personnages qui sont sur les cartes, c'est une façon de leur rendre hommage aussi, parce qu'ils ont contribué à faire de Pont-Rouge ce que Pont-Rouge est devenu maintenant. Comprenez-vous? Fait que pour nous, on leur rend hommage, puis aussi, on veut qu'au niveau de la mémoire, que les gens se rappellent de ces personnes-là. Il y a des personnes qui sont sur les cartes, là, que la nouvelle génération n'a pas connues, mais on veut que ces gens-là, à un moment donné, soient connus, puis ça implique les familles aussi. Ça fait que c'est un rassemblement, ça permet le rassemblement des familles, comprenez-vous? Donc, si on reprend l'exemple qu'on a ici avec le as de trèfle qu'on peut voir à l'écran, on a le nom de la personne, mais également sa fonction. Là, et donc, absolument. C'est comme ça avec toutes les cartes? Ou... Oui, on a sur chaque carte le nom de la personne, l'année de sa naissance et l'année de son décès. OK. Et puis, ses fonctions ou ce pourquoi on se souvient de lui finalement. Donc, justement, comme vous le dites, M. Matt, ça va aider les gens justement à avoir cette mémoire. À se rappeler de ça, effectivement. Et vous avez ce samedi, en fait, vous allez avoir l'inauguration de ce jeu de cartes-là. C'est pour ça qu'on ne montre pas toutes les cartes. On veut que les gens puissent venir le voir par eux-mêmes. Ça se passe où, ce lancement-là? Alors, ça va avoir lieu au Château Bellevue à Pont-Rouge, sur la rue Saint-Christophe, au dernier étage, dans la grande salle. Et puis, à ce moment-là, on va présenter les cartes une par une. Pour que les gens découvrent ensemble, dans la salle, ces anciens-là qu'on met à l'honneur. Et de faire un dévoilement comme ça, pour nous, c'était important parce d'abord, on a fait ça pour
pour se faire plaisir et pour faire plaisir aussi aux gens. Et on se dit d'être ensemble pour découvrir les cartes. Les gens vont remonter dans leurs souvenirs. Ils vont retrouver des gens qu'ils avaient peut-être oubliés ou auxquels ils pensaient peu. Et là, ensemble, ils vont se souvenir. Donc, je pense que ça risque d'être un beau moment. Il va y avoir aussi beaucoup de membres des familles. Là, des familles qui sont toutes invitées. Et puis, il va y avoir des enfants de personnes qu'on retrouve sur les cartes. Dans d'autres, ça va être des descendants. Comprenez-vous? Ça fait que c'est un bon mélange de tout ça. Et pour terminer cette entrevue, après votre lancement, est-ce qu'il va être encore possible de se procurer ces jeux de cartes-là? Absolument. On va, au moment du lancement, on va laisser de l'information sur des numéros de téléphone. On va avoir, mais c'est auprès des gens de la Société d'histoire qu'on va pouvoir faire l'achat. On va être disponible. On va annoncer le coût aussi. Oui. 10 $. Okay. Alors, c'est au coût de 10 $. Et puis, on va être 4 personnes responsables pour faire la vente selon les besoins. Et on va même aussi être présent au marché de Noël du Château Bellevue qui a lieu le 12 décembre, si ma mémoire est bonne. On va avoir une petite table et si les gens veulent s'en procurer comme cadeau de Noël à offrir à la famille, on va être là aussi. Ça va être publicisé sur notre site Facebook ainsi que sur notre site web. Fait que l'information va être là. Et puis, on souhaite pouvoir les distribuer là, rapidement. Puis, si jamais on en manque, bien, on regardera la possibilité peut-être de faire un autre. Vous en aviez combien, là? 450. OK. 450. Ah, c'est un bon nombre. Eh bien, c'est tout le temps que nous avions pour cette entrevue. Madame Hamel, Monsieur Matt. C'est plaisir. Plaisir. Merci beaucoup. Et on vous souhaite donc un bon lancement là, pour votre jeu de cartes historique. Merci beaucoup. Okay, merci. Merci. On poursuit dans votre bulletin d'information Info-CJSR. Le 12 novembre prochain, l'auteure Sophie-Corinne Benoît va lancer son roman historique L'été noir à la librairie de Donnacona entre 13 et 16 heures. Pour en parler, elle est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour pouvoir nous parler de votre roman historique L'été noir. Premièrement, L'été noir, qu'est-ce qui vous a emmené à écrire justement là, ce roman-là? Pour commencer, je voulais écrire un roman sur un agent double. OK. Puis l'agent double, je voulais qu'il soit irlandais parce que ça fait partie. Les Irlandais font partie d'une grande page dans notre histoire. Donc l'histoire du Québec. Oui, tout à fait. OK. Puis j'ai recherché des faits historiques sur les Irlandais. Puis à une certaine époque, ils pensent avoir utilisé un agent double. Donc, ça m'a parti dans mon projet. Puis quand j'ai voulu aussi, évidemment, inventer un passé à mon agent double. Puis en me servant aussi de l'historique des Irlandais, tout le monde connaît Grosseille. Oui. Mais il y a un certain moment dans l'immigration irlandaise que l'île de Grosseille était pleine. Oui. Puis ça débordait de partout. Puis les Irlandais y arrivaient à Québec dans des petits abris improvisés. Ils arrivaient à Montréal dans des petits abris improvisés aussi. Puis jusqu'à l'été noir, qui est l'été 1847, oui. Qui est vraiment le fait historique qu'ils l'ont nommé l'été noir, parce que la maladie, le typhus, a débordé dans la ville. Puis il y a 1000 Montréalais qui sont décédés du typhus, en plus des Irlandais. Le maire de la ville également est décédé du typhus cette année-là. Donc, ça m'a inspiré une atmosphère lourde, c'est l'été noir. Donc, aussi, dans cette atmosphère-là, il y a la grogne de la rébellion des Patriotes. Okay. Il y a aussi l'abolition de l'esclavage, que ça fait pas longtemps qui est terminé. Mm-hmm. Donc, il y a aussi le début des policiers, qui sont des volontaires, qui sont salariés, mais non entraînés, puis qui sont seulement armés d'une matraque.
Fait que là, j'ai vraiment joué avec l'atmosphère. J'ai empiré un peu la situation avec la mafia irlandaise, évidemment. Puis des combats de boxe illégaux. Donc, vous avez choisi cette période historique-là parce que, justement, juste le fait de vous en entendre parler, on voit que ça peut laisser de place à un nombre innombrable de récits. Et je pense que c'est pour ça que vous avez choisi, justement, cette période historique-là, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements. Il y avait beaucoup de mouvements. Puis même après ça, dans les années qui ont suivi, il y avait beaucoup d'émeutes. C'est une très violente. Ensuite, après ça, il y avait aussi l'évasion des Fenians, qui, je ne sais pas, c'est comme des révolutionnistes irlandais qui voulaient se débarrasser des Britanniques puis pour reprendre leur propriété un peu de l'Irlande, leur territoire. Parce qu'ils pensaient que pour eux autres, l'Angleterre avait volé leur terre. Okay. Ils voulaient s'attaquer aux colonies britanniques. Si on revient à l'Été noir, oui. Vous m'avez parlé d'un agent double, donc ça fait partie d'un de vos personnages pour ce roman-là? Oui, c'est un personnage principal qui est utilisé dans tous les 3 tomes. Donc, justement, vous m'emmenez à ma prochaine question. On peut peut-être le montrer, si vous voulez, là, à l'écran pour les gens à la maison. L'Été noir, on le voit tout de suite, là, ici, il est écrit tome 1. Donc, vous avez déjà commencé à travailler sur les tomes 2, les tomes 3 Oui, en fait, le livre en tant que tel s'appelle Un coin de terre. Puis, le premier tome s'appelle L'Été noir. C'est une introduction. D'accord. Puis les autres tomes sont présents pour régler les problèmes qui sont causés dans l'Été noir. Sophie Corinne Benoît, qu'est-ce qui, de base, vous a poussé à écrire, parce que c'est pas votre premier roman, vous en aviez fait un avant. Qu'est-ce qui, en fait, a fait en sorte que vous êtes dit, bon, moi, dans la vie, je veux écrire des livres. Comment c'est arrivé? Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours aimé écrire, inventer des histoires. Puis, quand j'ai écrit le Chagrin acadien, j'ai eu mon déclic en visitant ma belle famille en Acadie. Puis j'ai toujours voulu écrire une histoire de pirate. Là, je parle du Chagrin acadien. Oui. Donc, dans le Chagrin acadien, on retrouve les Acadiens qui sont déportés dans le Grand Dérangement. Puis j'ai utilisé mon personnage de pirate en acadien parce qu'il il résistait contre les Anglais après l'effet du Grand Dérangement. Pour faire un livre au Québec, c'est toujours bon, il faut trouver un éditeur, il faut être capable justement de bien s'entourer. Vous êtes entouré de quelqu'un qui est bien connu dans Port-Neuf, le Mick Landry, c'est exact? Oui, c'est exact, à Donnacona. Donc c'est pour ça que justement le lancement va faire bientôt, le 12 novembre, et ça sera justement là, à la librairie de Donnacona. Justement, ça s'adresse à tout le monde? Le lancement, oui. Mais l'Été noir, non. OK, le lancement s'adresse à tout le monde, mais pour votre roman, là, il y a peut-être plus une clientèle cible? Oui, du temps et plus. OK. OK, d'accord. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Sophie Corinne Benoît, si les gens veulent, après le lancement, se procurer votre livre, en fait, vous m'avez dit, le tome 1 s'appelle L'Été noir, sinon c'est un coin... C'est un coin de terre. Un coin de terre. Comment on va faire pour pouvoir se le procurer? Il va être à la librairie de Donnacona. Puis sinon, j'ai une page Facebook, Sophie Corinne Benoît, auteur, que les personnes peuvent m'envoyer un message privé, puis je prends contact avec eux pour échanger le livre. Eh bien, c'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue. Je vous remercie de vous être déplacés ce soir. On invite les gens le 12 novembre prochain à la librairie de Donnacona entre 13 et 16 heures pour le lancement. Et on va
On va pouvoir suivre là, avec grand intérêt la suite justement de votre série. Alors, nous maintenant, dans votre bulletin d'information Info CJSR, la semaine dernière, on vous parlait de Shakira, une vache qui appartient à la ferme Jacobs de Cap-Santé, ayant été sacrée meilleure vache laitière de l'Amérique à la World Dairy Expo 2023. Robert Tremblay s'est intéressé à ce qui fait de Shakira une vache si exceptionnelle et de ce que cela implique pour la ferme Jacobs. Voici son reportage. La voici la championne, Shakira. Aujourd'hui, c'est jour de manucure. Elle va se faire les sabots. Vous vous dites peut-être que c'est une vache comme les autres, mais non. Elle a gagné la plus haute distinction du plus grand concours de vaches laitières du monde, celui de Madison, au Wisconsin. Shakira a gagné la championne de la Holstein, qui est une race laitière noire et blanche. Mais en plus, elle a été championne de les 8 races qui étaient présentées durant cette semaine-là. Fait qu'on parle de 2400 têtes. Shakira a 8 ans. Elle collectionne les honneurs depuis son plus jeune âge. Shakira, elle a gagné suprême v'là 2 ans aussi, championne de toutes les races. C'est sa 2e année. Puis l'année d'avant qu'elle avait participé, dans le fond, elle avait été championne intermédiaire, mais elle était jeune dans ce temps-là, plus jeune. Fait que, pour elle, championne intermédiaire, c'était le maximum un peu qu'elle pouvait aller chercher. Nous autres, on l'a acheté quand elle avait 2 ans, quand on était à l'exposition à Madison dans ce temps-là. Elle venait d'une bonne famille de vaches aussi, c'est quoi qui est important pour nous autres. Puis on avait confiance là, en son potentiel. Quand vous dites une bonne famille de vaches, vous êtes au courant de tout le pédigree pendant combien de générations comme ça? Ah, ça peut faire... Shakira, on peut voir le pédigree, là, 20 générations en arrière. Là. Ça peut sembler futile un concours de beauté pour vaches, mais c'est loin de l'être. Une belle vache, selon les critères des juges, produit plus et plus longtemps. Les critères de beauté sont en fonction qu'elle produise plus de lait. T'sais, une vache qui marche pas bien, qui marche croche, n'aura pas une longévité comme une vache qui va marcher avec des bons membres puis se déplacer là, très confortablement. Ouais. C'est la largeur dans tout son ensemble. Tu sais, son pied aussi, il est large. Il y a un bon ligament qui est fort ici. Puis l'avant-pied, il rentre dans la bedaine. Tu sais, il n'est pas trop pesant, il n'est pas trop court. Avec la largeur ici, là, quand tu es capable de mettre 3 doigts entre des côtes, ça veut dire qu'ici, il y a de la capacité en masse pour la remplir. Pour manger, quoi. Pour manger, oui. Et une vache qui mange plus, produit plus de lait. Ben ouais. OK. Les trayons sont tous à la bonne place. Il y a le ligament, parce que dans le fond, il y a 4 quartiers sur une vache. Ouais. Tu sais, ils sont bien définis, puis... Égaux. Qui est très important. La ferme Jacob est spécialisée dans les belles vaches depuis plus d'une génération. Bien, nous autres, on a toujours grandi avec des parents qui aimaient beaucoup les expositions. Dès qu'on était jeunes, là, on participait à beaucoup d'expositions. Ils nous ont toujours encouragés, là, nos parents et nos grands-parents, à performer, puis à se dépasser, puis s'améliorer. Puis ça a toujours été une passion pour nous autres de continuer cet élevage-là, puis de toujours vouloir évoluer. Puis aujourd'hui, cette passion-là est transmise à nos enfants aussi. Puis c'est de quoi qu'on grandit ensemble. Là. C'est une belle passion familiale. Il y a comme une fierté derrière ça. Il y a une fierté. C'est ça. Ouais. C'est pas juste pour faire de l'argent que vous faites ça. Non, c'est une fierté. Ouais. On est un peu des compétiteurs de nature aussi. L'entreprise accumule les prix. C'est la 9e année qu'on gagnait la bannière d'éleveur à Madison pour le préfixe Jacob. Elle a d'ailleurs 2 étables, une pour les productrices de lait qui se font traire par un robot et une pour les vaches de concours. Shakira vit parmi elles, sans traitement de faveur.
Elle fait comme les autres ici. Nous autres, on a toujours habitué nos animaux là, à être le plus compétitifs possible. Fait qu'ils grandissent dans le même environnement. C'est sûr peut-être qu'on l'observe plus, on va plus l'observer. Mais non, ils sont en compétition dans un box avec toutes les vaches d'expo ensemble. Puis on les développe là, tout ensemble. Le quart des revenus de l'entreprise vient de la vente de vaches ou d'embryons. Alors gagner un prix à Madison, ça vaut de l'or pour la ferme Jacobs. Les filles de Shakira viennent de prendre de la valeur. Ça peut valoir combien une vache comme Shakira, juste? Mais tu sais, c'est sûr que Shakira, nous, on n'a pas mis de valeur sur elle parce que aujourd'hui, elle fait partie de la famille. C'est une vache que, tu sais, on veut garder avec nous autres. C'est une vache qu'on peut exploiter. Mais tu sais, ces petites filles d'un dernière vente, là, ces filles à elle directement dans la dernière vente, tu sais, ça varie entre 30 à 45 000 qui se vendent. Les embryons des descendantes de Shakira, eux aussi, ont pris de la valeur. Des embryons, la ferme Jacob en expédie partout sur la planète, congelés. Nous autres, on a une personne, là, Joël Saucier, elle travaille pour nous autres à temps plein, puis s'occupe là, de tout notre marketing. Elle s'occupe aussi là, de toute la vente des embryons, l'envoi des embryons dans d'autres pays aussi. On a exporté dans presque tous les pays au monde. Quant à Shakira elle-même, on lui donne un congé de concours cette année. Elle aura un veau, ce qui lui permettra de produire du lait et ainsi la rendra admissible au concours de 2024. Pour aller en compétition, elle doit produire du lait. Puis la moyenne des vaches, leur production, c'est sur 365 jours. Après ça, on leur demande d'être taris 2 mois, puis après ça, ils révèlent. Fait que pour que Shakira participe en 2024, il fallait qu'elle ait un autre veau. Dans le fond, qu'elle ait un autre veau. Ouais. Mais ce sera peut-être sa dernière année de compétition. Et ça peut nous donner une autre belle année, puis après ça, là, sûrement, elle va rester là, sur la récolte embryonnaire seulement, pour pouvoir avoir des filles le plus possible d'elle. Aubert Tremblay pour CJSR. Au retour de la pause, on vous parle d'un événement d'Halloween à Deschambault-Grondines, des affaires policières et aussi de la réglementation municipale concernant les stationnements cet hiver. Restez des nôtres. Bienvenue dans votre SAQ, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà bu. Ah, ben oui. C'est pas la SAQ de Simon. Vivez l'expérience d'une SAQ personnalisée seulement avec Inspire. Vous avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811 option 3. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. C'est en raison des succès des 2 premières éditions que l'événement organisé par le comité des loisirs de Deschambault-Gondines s'associe avec l'école de musique Denis Arcand pour l'activité d'automne qui se passe, d'octobre, qui se passe à Deschambault-Gondines. En effet, les participants vont pouvoir participer à un concours d'horreur. L'an dernier, le comité des loisirs et l'école de musique avaient organisé 2 activités différentes. Il y avait le parcours d'horreur du CLDG et évidemment le couvent hanté de l'MDA. Cette année, les 2 activités sont regroupées. Le tout va avoir lieu au Cap Lauzon, à la rue de l'Église et à l'école de musique Denis Arcand. Le site sera accessible dès 18h. Le premier départ pour les participants sera à 18h30. Un food truck de À chacun sa bière sera sur le site entre 18h et 20h15. La fin du mois d'octobre signifie que la saison des remplacements de pneus est à nos portes. On vous rappelle qu'au Québec, votre véhicule doit être chaussé pour l'hiver du 1er décembre au 15 mars.
Une amende variant entre 200 et 300 $ sera imposée à ceux et celles qui vont contrevenir à cette obligation. On note quand même qu'aucun point d'inaptitude n'est associé à ce type d'infraction. Évidemment, du point de vue de sécurité, le plus rapidement les pneus sont changés et mieux c'est, en raison, vous le savez, que parfois, lors des matins d'automne, la chaussée peut être glacée. Nous restons dans la thématique hiver alors que plusieurs villes de Portneuf ont rappelé leur politique de stationnement la nuit et lors des opérations de déneigement en fait. Prenons par exemple la ville de Donnacona qui rappelle que du 15 novembre au 1er avril, le stationnement sur rue est interdit entre 23h et 7h. À Donnacona, le secteur du centre-ville peut être utilisé pour le stationnement lorsqu'il n'y a pas d'opération de déneigement. Il est défendu de pousser, jeter, déposer, souffler et même faire souffler la neige dans les rues, à l'exception donc pour la municipalité, ses employés et ses entrepreneurs, si on parle encore de Donnacona. Dans un même ordre d'idées, la ville de Pont-Rouge a annoncé cette semaine la fermeture du pont d'Éry qui entrera en vigueur le 30 octobre prochain et qui va être donc pour une durée qui totalise l'ensemble de l'hiver. La ville de Donnacona a annoncé l'implantation et la mise en fonction de 2 nouvelles bornes de recharge double pour voitures électriques dans le stationnement du complexe sportif Promutuel Assurance. Une aide financière d'Hydro-Québec a été accordée à la ville en vertu du programme de subvention de 4 500 bornes pour l'achat et l'installation de ces bornes. Le service des travaux publics et le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ont réalisé les travaux d'installation alors qu'Hydro-Québec a procédé au raccordement et de la mise en service. Selon Jean-Claude Léveillé, l'ajout de ces 2 bornes va permettre d'aider les automobilistes qui vivent en appartement ou qui n'ont pas accès à une recharge à leur domicile. Le nombre de véhicules électriques est en constante augmentation sur le territoire. La ville de Donnacona souhaitait donc augmenter son offre. Pour les affaires policières, dans les activités des policiers de la MRC de Portneuf, ceux-ci ont procédé à 2 arrestations pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool le 16 et le 20 octobre dernier. Les arrestations se sont déroulées sur la route de l'Âge à Cap-Santé et sur la route 138 à Donnacona. Les policiers du poste de Pont-Rouge ont organisé et participé à 3 opérations de type Impact la semaine dernière. Ces opérations en sécurité routière se sont déroulées à Pont-Rouge, Donnacona et Stoneham. Les policiers du poste ont également effectué une perquisition en matière de stupéfiants à Rivière-à-Pierre jeudi dernier, 19 octobre. L'intervention a permis de saisir un peu plus de 100 grammes de cannabis en vrac, plus de 150 graines de plants de cannabis en terre, un point américain ainsi qu'une arme de poing à plomb fonctionnelle. Également, le 20 octobre, donc le lendemain, les policiers ont procédé à une autre perquisition, mais cette fois-ci à Saint-Gilbert. Sur place, les policiers ont saisi du cannabis, du hashish, de la cocaïne, des comprimés de méthamphétamine, des médicaments d'ordonnance, du tabac de contrebande, une arme de poing et 3 autres armes, des munitions et même du matériel qui servent au trafic de stupéfiants. 3 hommes et 2 femmes âgées entre 26 et 57 ans ont été arrêtés lors de l'intervention de la Sûreté du Québec. On poursuit dans votre bulletin d'information concernant la Ligue d'improvisation organisée par CJSR en collaboration avec le cinéma Alouette de Saint-Raymond. La saison va de bon train alors que le match de lundi dernier se tenait entre les équipes mauve et verte. Le match a été remporté par l'équipe verte. La population est invitée chaque lundi pour ces matchs qui sont, je le rappelle, complètement gratuits. Pour le match du 30 octobre, les Verts affronteront les Jaunes pour la dernière fois de la saison régulière. Ensuite, il va y avoir les séries. Le bingo CJSR maintenant poursuit, lui, sa lancée ce dimanche à 18h sur nos ondes. Les cartes sont disponibles chez nos dépositaires habituels. Pour en nommer quelques-uns, il y a le dépanneur Rive à Pont-Rouge, la station-service Ultramar à Saint-Marc et l'alimentation du Plein à Saint-Raymond.
C'est donc ce qui complète le bulletin d'information en ce 26 octobre. Je tiens à remercier Philippe, Luc, Carole, Aubert et Charles pour leur précieuse collaboration. Mon nom est Danick Julien. On se laisse avec des images de l'exposition de Catherine Blackburn à Cap-Santé la semaine dernière. Bonne soirée.